Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur ORTM2. Au terme d'un projet d'accord conclu hier au Kremlin sur fond de visite officielle du président Goïta, une commission intergouvernementale a été mise en place. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alucine Sanou, est président de la commission pour la partie malienne, tout comme le ministre de l'Énergie et de son collègue du développement économique pour la partie russe. Les deux parties se sont retrouvées au compte de la première réunion. Il s'agissait de mettre en place un chronogramme pour la mise en œuvre de différents accords signés. La rencontre a été suivie par nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo. À peine l'annonce faite au Kremlin, la commission intergouvernementale émerge avec détermination. Le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, président de la commission, se trouve en étroite collaboration avec le ministre de l'Énergie et de celui du développement économique de la Russie. Ensemble, les ministres dessinent les contours d'une coopération promoteuse. Nous venons de tenir la première réunion intergouvernementale sur les fondements de la coopération russo-malienne. Donc, il s'agit donc à la suite de la décision des deux chefs d'État hier pour mettre en place une commission intergouvernementale chargée de traiter de toutes les questions liées à la relation de coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés au niveau du ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie pour tenir cette première réunion qui avait essentiellement pour but de camper le décor et de rappeler un peu notre façon de travailler dans le cadre de travail, d'organiser également notre agenda pour que nous puissions très rapidement obtenir des résultats concrets. C'est ainsi qu'il a été décidé donc, de tenir une première réunion dans les 6 mois à venir à Bamako pour essayer de faire avancer les sujets, que ce soit les sujets d'ordre économique, politique, diplomatique et tout. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous nous sommes engagés à nous retrouver par visio le 6 du mois prochain pour pouvoir tenir un calendrier et de définir un contenu, de définir les différentes sous-commissions qui doivent être créées, de déterminer les présidents de ces différentes sous-commissions, chaque commission devant travailler sur des sujets précis qui leur seront notifiés afin que régulièrement nous nous retrouvions. Il s'agit également de régler cette question au plan de l'Alliance des États du Sahel, parce que vous savez qu'avec la création de la Confédération des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina partagent un peu les destins en commun. Lors de cette première réunion, les échanges se sont concentrés sur l'établissement d'un chronogramme clair, essentiel pour la mise en œuvre des accords récemment signés. Cette étape cruciale permettra non seulement de suivre l'avancement des projets, mais aussi d'assurer une coordination efficace entre les deux parties. On a créé une commission intergouvernementale chargée des questions économiques, commerciales, scientifiques et techniques. Donc cette commission que je préside également du côté malien est présidée du côté russe par le ministre du développement économique. Donc les questions essentielles à l'ordre du jour aujourd'hui portaient sur les principales avancées. On a fait le point de la coopération et nous nous sommes félicités donc des avancées que nous avons eues au plan commercial, notamment dans le commerce du blé entre le Mali et la Fédération de Russie. Et nous avons décidé d'étendre cette coopération sur d'autres produits comme l'engrais et les produits pétroliers. Également, nous avons passé en revue les questions concernant les mines, notamment la société d'affinage d'or, dont la première pierre a été posée par son Excellence le président de la transition il y a quelques jours. Et pour dire que tout sera mis en œuvre pour que dans les 10 mois, les travaux puissent finir et que les 2 mois qui suivront vont être les mois pour faire les tests techniques, les essais, et qu'à partir de décembre, normalement 2026, l'usine va commencer ses activités. Nous avons également passé en revue le dossier de Bouboula, qui est une mine de lithium que la société Rosatom a obtenu et est en train de travailler. Je pense que les travaux d'exploration ont commencé malgré la saison des pluies et nous pensons qu'à partir de 2026, les travaux de construction vont commencer et que la mine sera mise en exploitation à partir de 2027. Nous avons également parlé du dossier d'énergie solaire
sur lequel il y avait quelques difficultés d'ordre administratif qui ont été tous résolus. Donc nous attendons dans les prochains jours les documents juridiques nécessaires pour faire constater effectivement les accords que nous avons obtenus et pour que les travaux puissent démarrer assez rapidement. Ensuite, nous avons parlé des dossiers sur les mines d'or. La société Norgold s'est fortement montrée intéressée par certains permis et nous nous sommes engagés à notre retour de voir avec la Direction nationale de la géologie et des mines comment nous pouvons accélérer le processus d'acquisition de ces permis par la société Norgold afin que nous puissions avancer très vite. Le cadre ainsi structuré sera une boussole pour guider nos initiatives, a souligné Alsone Sanou, insistant sur l'importance d'une coopération bénéfique qui saura répondre aux aspirations de leurs nations respectives. La volonté des deux chefs d'État se reflète dans cette dynamique et il est évident que les mois à venir seront déterminants pour cristalliser les engagements pris à Moscou. Le succès de cette initiative repose sur la mise en œuvre des décisions issues de cette réunion inaugurale. À l'occasion de la Journée mondiale pour la fonction publique célébrée hier 23 juin, la rédaction de l'ERTM2 s'intéresse à un droit fondamental des travailleurs du secteur public comme privé, le congé. Aujourd'hui, comme toujours, après une certaine durée de service, le congé devient non seulement un droit mais aussi une nécessité pour le bien-être du travailleur. Ce dossier vous propose une plongée dans les différents types de congés au Mali, leurs caractéristiques et leur importance dans la vie professionnelle des agents public. Le dossier est signé Mamoutou Danté. Tout travailleur a droit à un congé après 11 à 12 mois de travail bien accompli. Et le congé se définit comme une autorisation d'absence accordée à un employé lui permettant de ne pas travailler pendant une période donnée. Dans le monde du travail, presque partout, quel qu'en soit le pays ou la région, il existe plusieurs types de congés. Le Code du travail du Mali, institué par la loi 92-020 du 23 septembre 1992, qui a été modifié plusieurs fois, prévoit en fait deux types de congés, si on peut les classer, c'est-à-dire en fonction des textes, de leur régime juridique, quoi. Donc il y a ce qu'on appelle le congé annuel, il y a également des congés spéciaux, c'est-à-dire dans les congés spéciaux, il y en a plusieurs. D'abord le congé annuel, en fait. Tout travailleur qui relève du Code du travail a droit à ce qu'on appelle un congé annuel après 12 mois de service. Mais il y a en matière de droit, il y a toujours des principes et il y a des aménagements en fait de ce principe-là. Donc par exemple, quand vous faites 12 mois, vous allez en congé 1 mois, 30 jours, c'est des jours non ouvrables compris. Mais l'employeur a la possibilité, au lieu que tu ailles en congé, c'est-à-dire après 12 mois, le travailleur peut faire 2 ans sans aller en congé. Vous voyez, mais la loi dit que l'employeur doit lui donner obligatoirement 8 jours de congé minimum après 12 mois. Pour que le travail puisse se reposer. Parce que le congé, c'est pour que le travail puisse se reposer. C'est pour des besoins de santé que la loi a prévu le congé. Donc ça, c'est concernant le congé annuel. Maintenant, les congés spéciaux, vous avez d'abord le congé de paternité, appelé par le Code du travail le congé de naissance, mais certains disent congé de paternité. Vous voyez, donc ce congé, c'est donné au chef de famille, c'est-à-dire au père dont la femme a accouché. Et ces 3 jours, c'est rémunéré conformément aux dispositions du Code de prévoyance sociale. Mais ça doit être pris dans les 15 jours suivant la naissance. Vous avez également le congé de maternité qui est accordé, c'est-à-dire aux femmes salariées qui accouchent, qui donnent naissance. Oui, mais le congé de maternité déjà, c'est bien avant l'accouchement. C'est 14 semaines, donc 8 semaines. 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Et également aussi, vous avez le congé de veuvage. On ne le souhaite pas. Quand une femme salariée perd son mari, elle a droit à ce qu'on appelle un congé de veuvage de 4 mois et 10 jours. Ça, c'est ce que le Code du travail prévoit également. Mais ce congé est donné à la demande écrite de la salariée, en fait. Quand elle ne fait pas la demande, donc l'employeur ne peut pas l'obliger à prendre ce congé de veuvage-là. Vous voyez, c'est pourquoi même le Code ne prévoit pas de rémunération de la salariée pendant la période. Mais les conventions et accords collectifs de travail, c'est-à-dire les conventions et les accords qui sont dans les entreprises qui sont applicables, peuvent prévoir la rémunération, le maintien de la rémunération de la salariée pendant la période. Parce que c'est une période difficile également pour la femme salariée. Vous avez également, en fait,
des congés d'éducation ouvrière. Par exemple, les représentants du personnel peuvent être appelés à des formations, c'est-à-dire les syndicats, les délégués du personnel, et ils bénéficient des congés également pendant cette période. Vous voyez, vous avez également d'autres types de congés, par exemple les permissions exceptionnelles. Vous voyez, les permissions exceptionnelles qu'on appelle souvent les congés spéciaux. Par exemple, à l'occasion du mariage du travailleur, vous avez à l'occasion de la naissance d'un enfant dans le foyer du travailleur, à l'occasion du décès du père ou de la mère, ou même du conjoint ou de la conjointe. Et les régimes juridiques diffèrent en fonction de ces différents types de ce congé-là. Tout au long du parcours de l'employé, il est nécessaire de renforcer ses compétences à travers des formations. Eh bien, un plan de formation est obligatoire dans tous les services selon le Code du travail. En principe, concernant les formations, il y a ce qu'on appelle dans les entreprises le plan de formation. Parce que souvent, les textes obligent l'employeur à élaborer des plans de formation. Quand il y a un plan de formation et qu'il y a le droit à la formation qui est prévu par les textes applicables en entreprise, si un travailleur exprime un besoin de formation et que le besoin de formation est prévu dans le plan de formation, l'employeur est tenu à le mettre en formation. Si effectivement l'intéressé a un besoin de formation. Parce que souvent, les travailleurs n'ont pas de besoin de formation, mais ils veulent aller se former, peut-être pour pouvoir changer de catégorie et pouvoir bénéficier des avantages, encore des salaires qui sont attachés à des catégories supérieures. Mais alors qu'il n'y a pas de besoin. Quand un travailleur en fait, bénéficie d'un congé de formation, le Code a prévu, c'est-à-dire une disposition spécifique, qui est ce qu'on appelle la clause de dédit formation. C'est-à-dire un employeur peut effectivement mettre un travailleur en congé de formation. Maintenant, l'employeur a la possibilité de conclure avec le salarié ou la salariée une convention. C'est-à-dire pour dire qu'après la formation, que la salariée ou le salarié est tenu de rester à son service pendant au moins une période, mais qui ne pourra excéder 4 ans de service. Il n'y a pas de durée précise prévue par le Code du travail. C'est-à-dire ça dépend de, par exemple, si c'est pour une formation diplômante, pour une licence ou un master, ça va dépendre de la durée du programme. Il faut le dire, les types de congés diffèrent aussi selon la spécificité du service ou de l'employeur. Le congé de maladie ici, généralement, nous on n'accorde pas de congé de maladie. Mais le congé de maladie est justifié par un dossier médical. Par exemple, il y a les cas de maladie ordinaire. Voilà. Donc la durée, ça peut varier, 8 jours à 1 mois. Maintenant, il y a les maladies de longue durée. Donc la durée, c'est 6 mois. Maintenant, après 6 mois, si le malade ne se rétablit pas, donc on donne encore 6 mois. Et si ça continue, c'est 6 mois. Maintenant, après tout ça, on constate que toujours le travailleur ne peut pas reprendre. En ce moment, son salaire est réduit à moitié. Maintenant, après 3 ans et 6 mois, maintenant pour les fonctionnaires, donc le malade est déclaré invalide par un conseil de santé et admis d'office à la retraite. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle aussi les congés sans solde. Ces congés sans solde sont des congés pour convenance personnelle, donc accordés aux travailleurs également, et en commun accord avec l'employeur, donc qui peut être accepté par l'employeur, mais sous condition de ne pas être rémunéré. Voilà, c'est des congés sans solde. Leur contrat restera maintenu. Voilà. Cependant, il est important de distinguer le congé de l'absence injustifiée, car le congé est une absence autorisée et prévue, tandis que l'absence injustifiée est une violation du contrat de travail. Privilégions le congé repos mérité et surtout gage d'un meilleur rendement. Sport, dans le cadre de leur deuxième sortie au tournoi de football des Jeux de l'AES, les cadets du MENA du Niger ont signé une victoire précieuse face au Burkina Faso. Score final 1-0, une victoire qui permet au Niger de se relancer dans la compétition. Le résumé de la rencontre avec Moussa Diabaté et Alkaou Traoré.
Les cadets du Niger se sont réveillés dans cette compétition de GAS face à leur homologue du Burkina Faso. Pourtant, l'entame du match a été difficile pour les Méma. Les étalons cadets étaient dominateurs et aussi bien engagés. Des gestes techniques et de belles occasions, mais gâchées de part et d'autre. 0-0, score à la mi-temps. Ils se débrouillent en tout cas. Mais on espère que la deuxième mi-temps sera meilleure. En tout cas, on a confiance en eux et on est venu pour les soutenir. Je pense surtout qu'il y a un petit problème au niveau de la réalisation. Mais là, au cours de la mi-temps, je pense qu'ils vont être briefés pour améliorer la prochaine mi-temps. Au retour de la pause, le Niger pousse et obtient un penalty transformé par Bilali M. Oumarou à la 52e minute. Les étalons cadets tentent le tout pour le tout sans y parvenir. Score final, 1-0 pour le Niger. Nous avons mis en place une stratégie qui puisse nous permettre de contrecarrer les velléités des joueurs burkinabés, puisque c'est une équipe que nous connaissons déjà et la stratégie a payé. Nous avons sorti le grand jeu et au finish nous avons eu cette victoire. Au niveau de la finition aussi, je pense que nos jeunes n'ont pas fait les choix judicieux. Vraiment, ce qui vraiment a fait qu'on n'a pas pu scorer ce soir. Mais je pense que les occasions étaient présentes. Mais je pense que les choix des joueurs ont beaucoup pesé. La pression est désormais sur le Burkina Faso, contraint à l'exploit pour son prochain match face au Mali, prévu ce mercredi 25 juin au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. Et en basketball, la sélection nationale U19 garçons du Mali s'apprête à participer à la Coupe du monde de basketball prévue du 28 juin au 6 juillet 2025 en Suisse. Les Aiglons évolueront dans le groupe A aux côtés de 3 grandes nations en basket, l'Argentine, la Serbie et la Nouvelle-Zélande. Les jeunes basketteurs maliens entendent faire honneur au drapeau et viser haut avec en mémoire le parcours historique de leur aîné, finaliste en 2019. Moussa Diabaté et Adama Damele ont assisté à l'une des séances d'entraînement. Malgré la pluie, l'équipe des moins de 19 ans garçons du Mali est à pied d'œuvre pour la préparation en vue de la Coupe du monde de sa catégorie. L'équipe est au complet et l'état d'esprit est favorable, au dire du sélectionneur Moussa Sissé. Le groupe est au complet à la date aujourd'hui. On est en train de travailler matin et soir. Les joueurs sont prêts. Et on vient de la Coupe d'Afrique. La base est là, l'état d'esprit est bon, le moral est au beau fixe. Après avoir manqué l'édition 2023, le Mali revient dans la cour des grands avec l'ambition de retrouver la finale, voire mieux. Les ambitions de cette équipe déjà, c'est de rivaliser, d'aller le plus loin possible. On a quand même un groupe solide, on est quand même champion d'Afrique. Donc voilà, au niveau de la scène mondiale, on nous attend. En train de travailler techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement pour qu'on puisse réussir le nord du Mali dans cette compétition. Les moins de 19 ans garçons du Mali, confiants et motivés, veulent créer leur propre histoire. Oui, on est confiants. Le Mali, c'est quand même pas une petite nation, c'est un grand pays de souveraineté, donc forcément au niveau de la jeunesse, on est quand même on est là, on est assez là au niveau de la jeunesse, donc voilà, on est effrayé de rien, on n'a peur d'aucune nation, donc voilà, on est là pour compétir et pour aller le plus loin possible. L'exploit de la génération de 2019 est encore une motivation pour les garçons du sélectionneur Moussa Sissé. On se remémore l'exploit qu'ont fait nos grands frères. Il y a quelques années, ils sont arrivés finalistes. Donc voilà, le Mali est quand même reconnu mondialement. Et Inch'Allah, on arrivera à aller plus loin. Le Mali est basé dans le groupe A en compagnie de l'Argentine, de la Serbie et de la Nouvelle-Zélande. Les Aiglons champions d'Afrique U18 auront leur mot à dire face à des adversaires coriaces. En petite catégorie, on n'a pas le même effectif chaque année, mais chaque fois qu'on a la chance de participer à la Coupe du Monde face à des grands du basket, parce qu'il faut signaler, même si vous prenez notre poule, la Serbie par exemple, c'est un pays où la formation est très très développée, la formation des jeunes en basketball, l'Argentine également, mais quand même nous on essaie de s'améliorer pendant chaque campagne. Si on a la chance d'aller en Coupe du Monde, ce n'est pas chaque fois qu'on a la chance de participer, donc si on part bien sûr il faut monter sur le podium. Selon les dirigeants, toutes les conditions sont réunies pour une bonne préparation de l'équipe. Remercier
les autorités sportives, particulièrement le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est en train de tout mettre en œuvre pour nous permettre de faire une bonne préparation. Également la fédération, mais particulièrement le président de la fédération aussi. Et je pense que depuis un bon moment, les gars sont en train de se préparer. Et par la grâce de Dieu, tout va bien aller au jour. Les passionnés de la balle au panier soutiennent cette équipe malienne. Je pense qu'ils vont faire de grandes choses. Je suis sûr, je fais confiance à cette équipe. Ils sont très bons. C'est déjà dans leur tête qu'ils vont remporter la Coupe du Monde, je sais. Je les encourage, c'est pas facile, mais avec le courage et la détermination, l'objectif sera atteint. Le Mali jouera son premier match du groupe A contre la Serbie le samedi 28 juin prochain. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc cette session d'information. Merci de votre attention. À très vite sur ORTM2.